atakanyirubukozwemo atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers auditeurs, chères auditrices de la Voix des Grands Lacs, nous sommes aujourd'hui avec Madame Fébroni Muhongaïre, qui est secrétaire et trésorière du comité de soutien à Paul Rusesabagina, ainsi qu'avec Monsieur Eleazar Marasinga, qui est le président de ce même comité. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît? En commençant par Madame, bien sûr, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. Oui, merci de m'appeler à cette émission. Je me présente Fébroni Muhongaïre Ruitonze. Je suis secrétaire et trésorière adjointe de l'association Comité de soutien à Paul Rusesabagina. Monsieur Eleazar Marasinga, à vous la parole. Merci, bonjour. Je suis Marasinga Eleazar, président du comité de soutien à Paul Rusesabagina. Je suis très content d'être là et je te remercie de bien vouloir nous accueillir sur les ondes de votre chaîne. Tout va ça même sans, pour parler au public de ce qui concerne notre ami Paul Rusesabagina. Ben justement, tant qu'on y est, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs justement pourquoi vous avez créé ce comité dont on n'entend pas suffisamment, je dois avouer, parler. Le comité de soutien à Paul Rusesabagina existe depuis quand et pourquoi? Alors, le comité de soutien à Paul Rusesabagina, c'est une association sans but lucratif pour les Français. Pour situer, c'est une association de type loi 1901 qui a été créée le 4 octobre 2020 et qui a été publiée au journal officiel français le 5 janvier 2021. Donc, ce comité a été mis en place par les amis et des connaissances de Paul Rusesabagina afin de soutenir ses actions et celles de sa famille concernant diverses démarches judiciaires. Plus précisément, nous menons des activités afin d'aider Paul Rusesabagina à se défendre contre le kidnapping dont il a été victime et les accusations portées à son encontre. Vous voulez dire soutien judiciaire ou de quelle nature peut s'articuler ce soutien? Alors, le soutien se concrétise par différentes activités. D'une part, on connaît tous dans quelles conditions il a été enlevé. Cela n'est pas facile pour la famille. Et dans ce cas, on s'est dit qu'il faut nous rapprocher de la famille pour la réconforter et prévenir le risque d'isolement. Parce qu'ils peuvent être rejetés et se sentir dans l'isolement. D'autres activités consistent à organiser la collecte de fonds pour aider à faire face aux frais de justice. Ce n'est pas évident de se débattre dans ce problème. Il y a toujours les avocats et les honoraires derrière. Entre autres activités, il s'agit de recueillir des témoignages à décharge, le cas échéant, parce que là où il est, Paul Rusesabagina, il se pourrait qu'il ne parvienne pas à contacter les personnes qui le connaissent en bien et qui savent combien il les a aidés pendant
ces terribles événements de génocide. Donc, nous sommes là pour recueillir des témoignages à décharge qui prouvent qui réellement il est. Alors, bien que nous sachions qu'une mascarade de procès a eu lieu à Kigali, aboutissant le 17 juin 2021 à une réquisition de prison à perpétuité, nous poursuivons nos actions, justement, pour aider à démentir les institutions qui, au lieu d'asseoir les pratiques de justice impartiale, s'acharnent à vouloir bâillonner l'homme et le droit. Écoutez, avant d'en arriver là, on va peut-être commencer par rappeler les circonstances dans lesquelles Paul s'est retrouvé à Kigali, justement. Rappelons qu'en fin août 2020, Paul se rendait à Bujumbura. Avec un point qu'il avait choisi exprès, peut-être, il est passé par Dubaï, hein, aux Émirats arabes unis. Et là, il a rencontré une personne, un personnage qui se prétendait être pasteur, qui le connaissait depuis Bruxelles, je pense. Et c'est là qu'il a été kidnappé, embarqué sur un jet privé et amené de force au Rwanda. Et donc, c'est après cet enlèvement forcé, qui est considéré par tous les spécialistes comme un cas de kidnapping et d'enlèvement de terrorisme, en fait, hein, international, que Paul a été détenu par le régime et qu'il est aujourd'hui devant la justice rwandaise. Ça, c'est une première chose qu'il fallait souligner. Avant d'être jugé, il a d'abord été enlevé de force. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Paul? Qui est Paul avant d'être enlevé? Pourquoi Paul a été enlevé d'ailleurs? Merci de me poser cette question. Eh bien, Paul Rusesabagina est d'origine rwandaise et actuellement de nationalité belge et ayant une résidence permanente aux États-Unis d'Amérique. Il était donc gérant de l'hôtel des 1000 collines de Kigali en 1994, lorsque cette année commença le génocide. Et lors de cette tragédie, il a tout fait. Il a déployé toutes ses énergies et il a sauvé 1268 personnes, en majorité Tutsi, qui étaient venues chercher refuge à l'hôtel des 1000 collines qu'il gérait. En 2006, il était déjà sorti du pays, donc il avait déjà fui. Il a fondé Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation, une ONG, association sans but lucratif, aux États-Unis, pour la promotion de la réconciliation et la paix dans la région des Grands Lacs d'Afrique. La Fondation soutient également les survivants du génocide rwandais. Monsieur Paul Rusesabagina a également critiqué sévèrement, ouvertement, le régime du président Paul Kagame. Paul Kagame qui est arrivé au pouvoir immédiatement après le génocide et dont les multiples mandats présidentiels ont été marqués par une répression continue et de graves violations des droits de l'homme. En juin, oui, au mois de juin 2007, M. Paul Rusesabagina dénonçait déjà M. Paul Kagame au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il le rendait responsable des atrocités commises par les troupes du FPR, alors dirigées par Paul Kagame pendant le génocide. Paul Rusesabagina a reçu en 2005 la médaille présidentielle de la liberté par le président George Bush
C'est la plus haute distinction civile des États-Unis d'Amérique. Et depuis cette date, il a reçu en tout 35 ou 36 autres distinctions, dont le prix Condorcet, merci, à Rome pour ses actions de sensibilisation et des actions démocratiques, Centre de recherche et d'études politiques. C'était donc en 2006. Dont encore le prix humanitaire de la Fondation Conrad Hilton. Et encore dont le prix Fondation Lantos en 2011 pour être le porte-parole des 100 voix en lutte pour la dignité, la liberté et la justice. Donc, c'est vraiment un homme qui a toujours mené le combat pour la dignité, la liberté et la justice. Et c'est à la suite de sa notoriété et de ses critiques ouvertes envers le régime de Kagame que celui-ci a mis tout en œuvre pour le salir, le discréditer et le faire taire, jusqu'au moment où il l'a kidnappé, et comme vous l'avez dit, en date du 27 août 2020 à partir de Dubaï. Voilà brièvement qui est Paul Rusesabagina. Je vous remercie beaucoup. Au-delà de cette arrestation et des actions humanitaires de Paul Rusesabagina, on peut aussi rappeler qu'il était engagé en politique, comme citoyen, voulant le changement dans notre pays, comme il en a le droit d'ailleurs. Pouvez-vous rappeler aussi ses activités politiques, monsieur? Et exactement, c'est en 2006 qu'il a fondé un parti politique, et son parti politique s'appelle PDR Ihumure, Parti pour la démocratie au Rwanda, Ihumure, et qui en 2017 s'est allié avec le CNRD, qui est composé par les réfugiés et surtout les jeunes réfugiés. Et après, les deux partis ont formé le MRCD, Mouvement rwandais pour le changement démocratique. Et là, c'était en 2017. En 2018, ce mouvement a été rejoint par le parti de Savimana Calixte alias Sankara, qui est RRM. Et après, en 2019, le MRCD a été rejoint encore par le parti RDI, Rwanda Dream. C'est le parti de M. Faustin Twagiramungu, Rwanda Dream Initiative. Et donc, jusque-là, jusqu'avant son kidnapping, il était vice-président de cette coalition, de cette plateforme qui s'appelle MRCD ou Umre. Et il a été kidnappé donc quand il était vice-président de cette plateforme, et
il le reste, bien sûr, même incarcéré, même en prison à Kigali. Alors, on va passer maintenant à la situation actuelle, en fait, de Paul Rusesabagina, qui est, comme vous l'avez souligné, détenu dans les prisons mouroirs de Kigali, de Paul Kagame. Est-ce que vous suivez, quelles sont les conditions actuelles de sa détention? Aussi bien sur le plan de la procédure judiciaire, aussi bien sur le plan de, tout simplement, de comment il vit cette nouvelle vie de détention, d'emprisonnement. Et est-ce qu'il est dans des conditions où l'on respecte justement la vie de Paul? Est-ce qu'il il est soigné? Est-ce qu'il il dispose de quelque liberté que ce soit? Pouvez-vous informer nos auditeurs? Je pense qu'avant de parler des conditions actuelles, on peut aussi répondre à votre question de tout à l'heure, demandant pourquoi ce kidnapping. Exactement. Alors, Oui. pourquoi ce kidnapping? Vous l'avez bien rappelé au début que Paul Rusesabagina a été kidnappé le 27 août 2020 et qu'il a été exhibé 3 jours après. Nous savons désormais que pendant ces 3 jours, il a connu une période de torture psychologique, de torture physique atroces visant à lui extorquer les aveux et à constituer les accusations dans le procès en cours. Ça, il fallait quand même le souligner parce que pendant un certain temps, on ne savait pas ce qui s'était passé pendant ces 3 jours. Alors, pourquoi ce kidnapping? Personnellement, je pense que Paul Kagame, et il n'y a pas que moi qui le dis, il s'est autoproclamé héros pour avoir soi-disant arrêté le génocide rwandais. Il ne souhaite donc pas qu'une tierce personne partage avec lui ce titre de héros. Alors, nous savons de notre côté que Paul Rusesabagina, c'était un héros internationalement reconnu pour avoir protégé durant le même génocide plus de 2200 personnes, comme le président de l'association en a parlé, la majorité Tutsi, et en témoignent toutes les médailles qui ont été énumérées, qu'il a reçues. Alors, ce kidnapping, c'est une méthode pour moi, c'est une méthode éhontée et machiavélique, destinée à étouffer toute voix dissidente. Paul Kagame, il craint, je pense, que les personnalités comme Paul Rusesabagina lui fassent de l'ombre. C'est comme s'il disait pour les Rwandais, Mvamuzuba. C'est comme s'il disait Mvamuzuba. Mvamuzuba, c'est quand on pense que quelqu'un te fait de l'ombre. Donc, lui, il craint que les personnalités comme Paul Rusesabagina. C'est le haut tutoie de mon soleil. Lui fassent de l'ombre. Et dès lors qu'elles émettent une opinion différente, quand bien même non divergentes. Nous connaissons tous des personnalités comme Ingabire Victoire qui ont tenté d'élever la voix pour participer à la construction de leur pays. Même si elle a été emprisonnée pendant plusieurs années dans les mêmes conditions, et même si elle est sortie actuellement, on ne peut pas dire qu'elle est sortie de prison, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est libre? Quelqu'un qui ne peut même pas se rendre en Hollande, voir sa famille. Donc, elle reste finalement, pour ma part, prisonnière. Je ne sais pas comment elle le prend, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une prisonnière, même si elle n'est pas entre les 4 murs de ces prisons de Kigali. Nous connaissons tous les personnes très récemment comme Karasira, Ida Manié, et la liste est très longue. J'en passe, la liste est très très longue. Il n'y a pas que des emprisonnements, mais il y a aussi des disparitions, il y a les personnes qui sont tuées. Kizito n'est pas loin dans nos mémoires. Et
On peut parler de Ruzibiza aussi, qui a tout dévoilé en tout début. Il est où? Donc, ce kidnapping s'inscrit dans ses actions de vouloir supprimer toute voix qui propose, qui apporte sa petite pierre pour bâtir le Rwanda. Parce que Kagame n'a pas dit qu'il venait pour bâtir le Rwanda. Il a dit que quand il partira, il laissera le pays en feu et sang. Hein? Il l'a dit, qu'il le laissera comme il l'a trouvé. Donc, on peut comprendre qu'à ce jour, Paul Kagame cherche à régner tout seul, jusqu'à aller corrompre les acteurs. Je reviens sur notre ami Paul Rusesabagina. Nous sommes informés des déclarations de Don Cheadle, qui a joué le rôle principal dans le film Hotel Rwanda. Paul Kagame en personne a mangé avec lui. Il l'a invité à 2 reprises pour l'inviter à changer de fusil d'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Don Cheadle qui le déclare lui-même que Paul Kagame, par un ami interposé, l'a invité, lui a demandé de jouer le film Hotel Rwanda à l'envers, où il présenterait Paul Rusesabagina sous un jour défavorable. Je vais vous lire ce que ce héros a répondu. Vous voulez que j'interprète le même personnage que dans un film pour lequel j'ai été nominé aux Oscars, que je dise que cette histoire-là était un tissu de conneries et que maintenant j'allais faire le vrai film? Je ne pense pas que je puisse faire ça. Voilà, une belle parole, en tout cas, un témoignage honorable qu'on garde en mémoire, et on le gardera toujours et on le répétera partout, nous pourrons le répéter. Donc, le gouvernement rwandais a tenté à nuire à l'image de Paul Rusesabagina, le qualifiant de révisionniste, de négationniste, d'idéologue du génocide, tout en le dépeignant de faux héros créés par Hollywood. Tout ça, vous les retrouverez dans les médias qui sont déroulés de Kigali. Pour conclure sur ce point, les accusations de terrorisme portées contre Paul Rusesabagina, ils sont contraires à l'engagement qu'il s'est donné, celui de défendre les droits de l'homme et de plaidoyer pour la prévention du génocide auquel il a consacré toute sa vie. Merci beaucoup pour ces explications qui, en fait, dépeignent la réalité. Pourquoi le président Paul Kagame s'acharne à tous les coups contre les gens qui ont eu un rôle quelconque dans l'assistance aux Tutsis qui étaient recherchés, qui étaient massacrés à longueur de journée. Je peux donner comme exemple tout simplement la France. L'opération turquoise qui a sauvé des dizaines de milliers de Tutsis dans une partie du territoire rwandais où ils avaient mission de le faire, eh bien aujourd'hui, ils sont la cible. Malgré tout ce que pensent certaines autorités françaises, eh bien, Turquoise continue d'être attaqué, d'être accusé de tout par le régime de Paul Kagame, parce que Kagame ne supporte pas qu'il y ait eu d'autres forces, qu'il y ait eu des gens ayant participé au sauvetage des Tutsis, ou des Rwandais tout simplement. Il y a, rappelez-vous, l'abbé Wenceslas. L'abbé Wenceslas est resté pendant 2 mois à la Sainte Famille, à l'église de la Sainte Famille, jeune prêtre qui n'avait pas d'armée avec lui, à part quelques gendarmes qui ont essayé de l'aider, mais il a sauvé des milliers de Tutsis aussi à l'église de la Sainte Famille. Il a été persécuté, ce jeune prêtre-là, accusé de tout et de crimes inimaginables, de viols et tout, et la justice l'a blanchi. Mais pendant plus de 20 ans, il a été accusé, harcelé, persécuté ici en France. Et on s'est rendu compte que que tous les témoins qui étaient envoyés de Kigali étaient des faux témoins.
inventés et fabriqués par le régime de Paul Kagame. Donc, ceux qui ont eu un rôle, les rares héros, en fait, qui ont sauvé des vies humaines, Kagame ne les supporte pas. Il veut s'attribuer ce rôle de celui qui a arrêté le génocide alors qu'il n'en est rien du tout. Alors qu'il n'en est rien, qu'au contraire, il a laissé faire. Il s'est opposé à toutes les décisions des Nations Unies ou de personnes bienveillantes qui voulaient arrêter le génocide. Ça, c'est un point important. Merci pour l'avoir souligné. On va peut-être maintenant justement passer à Paul Rusesabagina et aux conditions de détention au Rwanda, au déroulement de la procédure judiciaire. Est-ce que tout se passe comme on pourrait l'attendre dans un pays démocratique? Comment cela se passe-t-il au Rwanda? Vous êtes en silence. Ouais, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Merci. Je vais rebondir sur les conditions de détention de Paul Rusesabagina dans la géole de Kigali. Et évidemment, compte tenu de la façon dont il a été amené à Kigali, par subtilité, les conditions d'arrestation qui sont restées jusqu'à présent floues. Ça se comprend que aussi les conditions de détention ne peuvent pas être à la norme des lois. D'une manière générale et très régulièrement, les médias et la famille, je veux dire la famille de Paul Rusesabagina, nous font part au comité de soutien de plusieurs privations faites à Paul Rusesabagina justement. Alors, il mentionne notamment, je dis bien notamment, c'est ce qui peut être connu, les éléments destinés à satisfaire les besoins de base comme la nourriture, l'eau et les médicaments prescrits par son médecin traitant. Donc, ces éléments, lui sont privés. Et à propos des médicaments, par exemple, et les autorités rwandaises n'acceptent pas qu'il reçoive, qu'il utilise les médicaments lui prescrit par son médecin traitant, je veux dire celui de la famille, le médecin de la famille à Bruxelles, en Belgique. Donc, les médicaments qu'il reçoit sont prescrits sur place et par d'autres médecins. Et on n'est pas sûr vraiment que ces médicaments soient adaptés à sa maladie. Bon, le fait de l'avoir laissé longtemps isolé, seul, dans sa cellule, c'est une maltraitance et une sorte de torture. Jusqu'au moment où nous avons appris cette information, on comptait déjà 280 jours de détention dans l'isolement, 23 heures sur 24 par jour. Donc, il y a un mois, actuellement, nous n'avons pas des informations à jour, mais nous pensons que s'il y a eu changement, ça ne devrait pas être grand-chose. Et la famille mentionne aussi, et dans les médias, et ça se dit, nous le savons, l'impossibilité de préparer son dossier en raison de privation d'accès aux données de son dossier, bien sûr, parce qu'il a un ordinateur, mais tout le dossier n'est pas dans son ordinateur et il ne peut pas l'utiliser à plein temps.
Donc, il ne peut pas tout trouver dedans. Le dossier n'est pas complet. Et il a été mentionné de la confiscation des documents de travail. Chaque fois que lui prépare son procès, et les papiers sur lesquels il a préparé lui sont confisqués. Il y a également la violation de son droit de rencontrer et de s'entretenir avec ces deux avocats rwandais. Et ça, c'est même une information sûre, parce que quand les avocats veulent le voir, eh bien, la direction du service pénitentiaire ne veut pas leur donner la permission. Il y a la violation du secret avec ces deux avocats rwandais quand la rencontre est possible. Donc, à partir du moment où les deux avocats l'ont rencontré, ils se sont parlé, lui laisse les documents, et après leur départ, les documents lui sont confisqués. Et ils veulent chaque fois, même les avocats, s'ils ont pris des notes sur du papier et tout ça à la sortie de la prison, ils sont fouillés et les papiers leur sont confisqués. Et là, c'est vraiment flagrant. Et ça nous rappelle évidemment le fait que je dirais le gouvernement rwandais, les autorités rwandaises et le tribunal ne lui permettaient pas d'avoir dans son équipe de défense les avocats internationaux que la famille lui a cherchés. Vous comprenez que tout ça, ce sont des conditions très dures, très difficiles, dont on peut dire qu'il y a même une façon de torture. Et suite à tout ça, à tous ces agissements, évidemment, et ce sont des difficultés délibérées. Ce sont des agissements pour lui faire souffrir moralement, mais c'est fait délibérément, excusez-moi. Ainsi, dès le départ, quand il a vu que ces conditions n'étaient pas favorables à son procès, il s'est retiré du procès. Et d'ailleurs, le procès, justement, avait mal commencé parce que même la plus haute autorité du pays l'avait déjà condamné, étant donné que le tribunal, tout au départ, devait commencer par la procédure, par savoir comment est-ce que Paul Rusesabagina est arrivé à Kigali, mais c'est vraiment un point que le tribunal a passé outre. Il n'a pas voulu examiner la façon dont il a été amené jusqu'à Kigali. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et tout le monde sait bien que les conditions de son arrestation sont encore floues. On ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Évidemment, il y a eu des témoignages au cours du procès. Et là, on sait que
au cours de certains témoignages, certains témoins ont dit ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas vraiment les tribunaux et les autorités ne veulent pas reconnaître ce qui s'est vraiment passé. Je peux m'arrêter là-bas et si vous avez encore une question à me poser là-dessus, je peux poursuivre. C'est juste un élément que je voudrais ajouter parce qu'il est très important. Il y a deux choses. La personne qui a enlevé Paul Rusesabagina entre Dubaï et Kigali, c'est-à-dire qui a vraiment opéré, qui a été l'acteur dans cet acte d'enlèvement, nous l'avons dit dès le départ, c'est un soi-disant pasteur, évêque même, dit-il. Et cette personne devant le tribunal, et dans une interview aussi accordée à Jeune Afrique, a reconnu qu'il l'avait effectivement enlevé entre Dubaï et Kigali. Oui, il a reconnu qu'il avait été missionné par les services secrets rwandais. Exact. Ça, c'est une chose. Et il a répété devant les juges. Deuxième chose, le ministre rwandais de la Justice, dans une interview donnée à la télévision Al Jazeera, a reconnu, sans embâche, que c'était le gouvernement rwandais qui avait organisé ce kidnapping et que c'est le même gouvernement rwandais qui l'avait financé. Donc, les conditions floues, je pense que nous devons retenir l'essentiel, hein, c'est la reconnaissance, c'est que le gouvernement rwandais reconnaît avoir organisé cet acte terroriste, cet enlèvement forcé. Il n'y a pas... c'est sans embâche que le ministre l'a reconnu devant un public de millions de téléspectateurs. Il a dit oui, c'est nous qui l'avons financé et organisé. Donc pour moi, c'est quand même important, il faut que les auditeurs le sachent. C'est vrai qu'il y a d'autres côtés non dits, mais l'essentiel, c'est celui-là. Il s'agit d'un acte d'État, il s'agit d'un acte d'enlèvement, d'un acte de terrorisme d'État, reconnu par le gouvernement qui l'a organisé et opéré. Exactement. Vous pouvez ajouter maintenant, vous ou madame la secrétaire, si vous avez des éléments à ajouter là-dessus. Sinon, je voulais vous proposer de passer à, puisque Paul Rusesabagina est de nationalité belge et qu'il est aussi résident permanent aux États-Unis, citoyen belge, c'est-à-dire citoyen de l'Union européenne. Est-ce que la communauté internationale s'est mobilisée en faveur de Paul Rusesabagina? Qu'est-ce qui a été fait? C'est vrai que les conditions de détention, on peut en parler sans en finir, mais voyons cet aspect je dirais, est-ce qu'en diplomatie, il y a eu quelque chose qui a été fait par le pays dont il est citoyen, la Belgique, par l'Union européenne, par les États-Unis, et même après, vous me direz si la France a dû, ou a pu, ou a voulu jouer un rôle dans cette affaire-là. Merci de me donner encore une fois la parole. Donc, vous parlez de plaidoirie. Plaidoirie, oui, et bien davantage. Nous pouvons commencer par les États-Unis, d'où il venait juste avant son enlèvement. Donc, on a vu que les sénateurs et parlementaires américains ont réalisé 2 actions marquantes. La première, c'était en décembre 2020, où 36 sénateurs et parlementaires ont écrit une lettre ouverte au président rwandais, Paul Kagame, demandant de ramener Paul Rusesabagina aux États-Unis, même s'il fallait, le cas échéant, poursuivre la procédure judiciaire pour élucider la situation. Parce qu'il considérait que la manière dont le procès se présente, les conditions de détention constituaient en soi une violation des droits de l'homme. La deuxième intervention de ces sénateurs et parlementaires, c'est un courrier qu'ils ont écrit le 23 juin 2021 à M. Anthony Blinken, secrétaire du président Biden, demandant que les États-Unis précisent leur engagement dans cette affaire. Alors,
toujours aux États-Unis, nous avons constaté que le réseau associatif s'est également mobilisé. On ne va pas tous les citer, mais nous pensons notamment à l'Anthos Foundation, qui a déposé plainte demandant des actions contre M. Busingye Johnson, ministre de la Justice, et le colonel Ruhunga Jano, secrétaire du bureau rwandais des investigations. En effet, comme vous l'avez dit, le 26 février 2021, lors de son interview à Al Jazeera, le gouvernement, par la parole du ministre de la Justice, a reconnu avoir facilité le détournement du voyage de Paul Rusesabagina pour le faire atterrir à Kigali. Voilà. Donc, ces deux faits, ces deux actions sont marquantes et on peut remercier ces parlementaires et sénateurs d'avoir osé, par les temps qui courent, de pointer les agissements inhumains des pouvoirs des autorités de Kigali. Parmi les associations, nous pouvons citer également Hotel Rwanda Paul Rusesabagina Foundation, qui a été largement présenté par le président de l'association. Nous pouvons citer toujours aux États-Unis que des personnalités et autres citoyens américains se sont manifestés. Alors, je reviens sur Don Cheadle, qui a décliné l'offre de Paul Kagame, qui lui demandait de jouer un film à l'envers. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas m'appesantir sur lui, mais nous pouvons citer aussi Patrick Kennedy, qui a ouvertement condamné le kidnapping et s'est manifestement rangé du côté de la victime et de la famille de la victime. Par ailleurs, nous comptons plutôt plusieurs citoyens membres du comité de soutien qui sont les citoyens américains. Voilà. Donc, du côté des États-Unis, il y a beaucoup d'actions qui se font. Je ne peux pas toutes les citer, je m'arrête là. Mais au niveau européen, il y a eu plusieurs résolutions. La première, c'est en février 2021, le 11 exactement, où le Parlement européen, à l'unanimité, a voté une résolution qui demande que Paul Rusesabagina soit libéré. Et puis, en Espagne, il y a eu également des interventions. Les îles Baléares, nous savons tous qu'ils sont rattachés à l'Espagne. C'est en avril 2021 qu'en unanimité, ils ont également voté une résolution demandant une libération immédiate de Paul Rusesabagina, car le kidnapping pour eux est un acte criminel. Toujours en Espagne, nous savons que le baron espagnol s'est penché sur la question. Voilà. Mais en Belgique aussi, puisqu'on est en Europe et qu'il est citoyen belge, on a constaté tout de même un certain retard dans les actions, mais nous savons qu'il y a eu une résolution parlementaire qui a été adoptée en juin 2021, demandant au gouvernement d'ouvrir un dialogue avec le Rwanda sur le rapatriement de Paul Rusesabagina. Et cette résolution, et ça c'est très important, elle demande qu'une enquête indépendante soit menée sur les conditions de son arrivée au Rwanda. La résolution condamne les conditions dans lesquelles se déroule son jugement et insiste surtout pour que la Belgique garantisse les droits au procès équitable de M. Rusesabagina. Donc, nous remarquons aussi qu'en Belgique, Madame Sophie Wilmès a reçu la famille cet été. On ne peut pas rentrer dans le secret de ce qui s'est dit, mais c'est déjà un acte de bienveillance d'être à l'écoute de la famille et de les réconforter
et de les soutenir par cet accueil. Donc, ces différentes interventions, tout autant justifiées que nécessaires, rencontrent un endurcissement des autorités rwandaises qui gouvernent le pays avec un abus de pouvoir concentré dans les mains d'un petit groupe. Donc, cela est très difficile. Quand un petit groupe a tout noyauté, il est difficile le temps d'enlever tous ces nœuds, ça prend du temps. Donc, nous remercions toutes ces interventions parce qu'effectivement, les acteurs, les personnes qui font la médiation sont sur un terrain sinueux et glissant en même temps. On ne peut pas leur reprocher de ne rien avoir fait, mais nous souhaitons qu'ils maintiennent ces efforts pour nous ramener Paul Rusesabagina. Il ne mérite pas d'être dans les geôles de Kigali. Je vous remercie beaucoup. Ceci m'amène aussi à vous poser une question tellement ordinaire. Qu'est-ce que vous attendez de vos concitoyens, les Rwandais eux-mêmes, aussi bien de l'intérieur que de la diaspora? Est-ce qu'il y a une certaine mobilisation en faveur de Paul Rusesabagina de la part de nos compatriotes? Ou alors, sinon, qu'est-ce que vous leur demanderiez de faire éventuellement pour soutenir la cause de Paul Rusesabagina, notre frère? Peut-être qu'on peut compléter le volet que je viens d'aborder, parce qu'on est en France et moi, je me pose toujours la question de l'attitude de la France. Hein, je ne sais pas, est-ce que le président, lui, il pense, est-ce qu'il pense à ça, il a la même interrogation? En tout cas, moi, c'est une attitude qui me pose question. Voilà, on en discute parfois. Il peut peut-être, pour ne pas confisquer la parole, est-ce que, enfin, moi, cette interrogation m'habite. Pourquoi l'attitude de la France semble muette sur le sujet de Paul Rusesabagina? En d'autres mots, la France semble avoir tourné le dos à la question des droits de l'homme au Rwanda. C'est mon impression. Alors, je ne sais pas ce que le président en pense, le président du comité de soutien. Et surtout, le président Macron lui-même, est-ce qu'il est informé précisément de tout ce qui se passe au Rwanda? Est-ce qu'il est informé sur l'enlèvement terroriste et les autres actes que le gouvernement rwandais pose contre les droits de l'homme, contre les citoyens rwandais dans notre pays? Est-ce que le président Macron en a pris compte? Est-ce que vous avez essayé d'expliquer aux Français, en fait, le cas de Paul Rusesabagina? Le comité de soutien se trouve en France, il a son siège en France. Quelle a été l'action du comité en direction de la France, en direction des autorités françaises? Et je demanderai à M. Marasinga d'ouvrir son micro pour répondre à cette question. Le président du comité. Merci Jean-Marie pour poser cette question. Et au niveau du comité de soutien à Paul Rusesabagina, nous nous posons justement cette question de cette attitude de la France, autant que d'autres Rwandais ou d'autres observateurs se la posent. Et de notre part, nous avons contacté certaines autorités et nous leur avons parlé de ce problème et nous sommes sûrs qu'ils ont remonté les informations que nous leur avons données, qu'ils ont tiré profit de nos entretiens. Et même si ces personnes ne sont pas un grand nombre, mais ce sont des personnes qui, je suis sûr, ont transmis le message. Mais en dehors du comité de soutien, nous avons l'ensemble de tous les Rwandais
de l'extérieur, les Rwandais de l'étranger, et leurs amis, nos amis, qui quand même font des manifestations, qui, même hier, il y en avait à Paris, pour dénoncer non pas seulement le cas de Paul Rusesabagina, mais le cas de tout ce qui, tous les autres qui sont en prison gratuitement pour leurs opinions, pour des raisons politiques, et pour dénoncer les portés disparus, et pour dénoncer les victimes d'assassinats, tout ça à travers le pays. Et donc, la France, déjà par ces manifestations, elle essaie de quoi il s'agit. Parce qu'au cours de ces manifestations, il y a des mémorandums, il y a des pétitions qui sont remises aux autorités du pays, de la France, je veux dire. Mais aussi, la France, les autorités françaises sont suffisamment informées par leurs services officiels. Je veux dire les services officiels de l'Élysée, les médias de la presse française, par exemple la Radio France Internationale, la France 24 et d'autres médias. Et on sait aussi qu'il y a des courriers de différents groupes d'intellectuels dans ce pays, donc en France, parce que moi je suis en France, et qui chaque fois transmettent leurs observations, leurs demandes au président de la République française et aux autorités en faveur de l'intervention pour les droits de l'homme qui sont bafoués au Rwanda. Donc, la France, c'est tout. Elle connaît tout. Comme les États-Unis d'Amérique ou la Belgique, elle devrait normalement bouger et dire quelque chose. Cependant, même au courant de tout ça, la France semble se préoccuper plutôt de réchauffer ses relations avec le régime de Kigali, régime très critiqué pour ses violations des droits de l'homme et des droits internationaux. Donc, d'aucuns pensent que ce rapprochement, inattendu d'ailleurs, avec Kigali, est motivé par des intérêts géopolitiques. Et donc, la France devrait dépasser cette étape d'intérêt géopolitique et voir ce qui se pratique vraiment à l'intérieur du pays concernant les droits humains, et notamment de s'occuper, en ce qui concerne le comité de soutien à Paul Rusesabagina, de s'occuper, de pencher, de voir dans le dossier, de voir le cas de M. Paul Rusesabagina. Très bien. Est-ce que Madame la secrétaire trésorière a un élément à ajouter éventuellement, dans lequel cas nous pourrions poursuivre? Sinon, on peut passer aux conclusions de notre entretien. Madame, est-ce que vous avez un élément à ajouter? Je pense que tout a été dit autour de cette question. On peut poursuivre parce qu'à présent, nous avons montré tout au long de cette interview les conditions défavorables au bon déroulement du procès, mais bien avant, les conditions d'arrestation de Paul Rusesabagina, qui constituent une grave violation des droits internationaux. Donc, tant que les conditions demeurent échangées, Paul Rusesabagina maintient sa position de retrait, car ses droits ont été bafoués, tout le monde l'a vu, qu'il s'agissait d'un
d'un jugement, qui, au lieu d'être juridique, judiciaire, était plutôt politique. Donc, à une maladie politique, il faudra un traitement politique. Parce que tout ça, je m'explique, de parler de maladie, tous ces agissements relèvent, à mon avis, d'un état pathologique de tout un système qui est gangréné par la mafia. J'ose parler de mafia parce que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et puis avoir tous les réseaux qui sont tricotés, mis en place à gauche, à droite, ça, on connaît le clan des Siciliens. Vous parlez du clan des Siciliens. Effectivement, lorsqu'on voit le discours de Paul Kagame par rapport à l'affaire Rusesabagina, il a essayé de tout justifier. Il a dit, écoutez, nous l'avons attiré dans un piège et il est tombé dedans. C'est comme ça qu'il a justifié son affaire. Tout à fait. Et donc, pour lui, c'est illégal, mais c'est tout à fait dans la logique du système du FPR et du système du régime de Paul Kagame. Quand on voit avec quelle facilité le ministre de la Justice reconnaît le financement de l'enlèvement, comme s'il ne se reprochait rien, comme si c'était dans la normalité des choses, eh bien, on se dit, mais dans quel monde sommes-nous? Un gouvernement d'un petit pays qui s'octroie tous les droits, qui peut tout faire partout, au Rwanda comme ailleurs, pour tuer, pour assassiner, pour enlever, eh bien, on est véritablement devant une situation, effectivement, qui devrait requérir une solution politique, c'est-à-dire un changement de régime, pour dire les choses. Oui. Un changement de régime, vous n'êtes pas dans ce créneau de changement politique, mais c'est un constat que vous faites avec beaucoup de justesse. Maintenant, au-delà de ce désir, de cet espoir de changement politique, est-ce que vous avez un message à adresser aux Rwandais, à nos compatriotes et aussi aux pays amis? Rapidement, comme ça, on aura bien conclu notre entretien de ce jour. Oui, si vous permettez. À nos compatriotes rwandais, avant de leur demander quoi que ce soit, je devrais d'abord leur adresser un remerciement pour l'éveil de la conscience qui se manifeste, surtout dans la jeunesse qui lit, qui comprend ce qui s'est passé petit à petit, bien sûr, mais c'est en train de venir, et qui maintenant, on voit que cette jeunesse s'est levée, évidemment avec des adultes. On voit bien qu'il y a un élan et que la situation du pays, je veux dire, là, c'est la situation du pays dans lequel le régime actuel l'a mis, est inquiétante et peut peut-être petit à petit changer. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important quand les gens se mobilisent pour aller dans les manifestations dans différents pays. Quand on voit sur le Zoom, avec la technologie, les gens sont mobilisés et parler de ce qui est même considéré comme tabou, dont on ne parlait pas à l'intérieur du pays, au Rwanda, eh bien, pour moi, je trouve un signe positif d'un changement, d'un bon changement dans l'avenir. Mais il reste beaucoup à faire.
il reste beaucoup à faire. Les Rwandais, partout où ils sont, à l'intérieur, à l'extérieur du pays, doivent vaincre la peur qui est installée par justement le régime dictatorial du FPR. En vainquant la peur, ils vont résister. Il faut qu'ils résistent contre la culture du mensonge et contre l'oppression, contre les décisions arbitraires et liberticides. Parce que le pays, les autorités, vraiment, ils font fi à la parole ou à la part des populations, de la population rwandaise, dans tout ce qui dans ce qui les faut. Tout ce qui est fait pour la population, les décisions et tout, c'est les autorités, c'est le gouvernement qui décide et sans demander l'avis ou la parole du citoyen. Ils doivent aussi, on l'a toujours remarqué, le tissu social est complètement déchiré à cause du mensonge, à cause de l'oppression, à cause de la peur. Et maintenant, les Rwandais devraient reconstruire la culture de la solidarité et non pas se surveiller comme ça se fait dans un ménage, la femme surveille son mari, l'homme surveille sa femme, et les enfants surveillent leurs parents et vice-versa. Il faut qu'ils osent vraiment reconstruire la culture de la solidarité et lutter contre le mensonge. C'est pour le moment ce que je peux dire, ce que je peux demander dans les médias. Et en tant que membre et président du comité de soutien à Paul Rusesabagina, je demanderai aussi aux Rwandais, à d'autres Rwandais de nous rejoindre dans le combat pour aider la famille, Paul Rusesabagina et sa famille dans cette situation de procès en cours, non pas pour aller faire son avocat, comme l'a dit la secrétaire, c'est seulement pour soutenir la famille dans les différentes démarches concernant tout simplement la recherche des moyens pour payer les avocats et aussi pour être auprès de la famille. Jusque-là, je ne demanderai pas plus. Je vous remercie beaucoup. Merci. Oui. Madame veut ajouter un élément ou plusieurs éléments. Oui, parce que parmi les Rwandais, nous y comptons aussi les autorités rwandaises auxquelles nous demandons de faire tout ce qu'ils ne font pas jusqu'à présent en fait. La liste est longue, mais principalement, je pourrais dire qu'on les invite à respecter les droits fondamentaux de l'homme, hein, de libérer Paul Rusesabagina ainsi que d'autres prisonniers politiques et d'opinion, de cesser les crimes transfrontaliers et les crimes à l'intérieur du Rwanda. Puisqu'il est question de justice ici, nous leur demandons de promouvoir la justice par la séparation des pouvoirs, parce que comme nous l'avons vu, le fait de concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'une seule personne fausse le jeu politique et démocratique. Et c'est là où, si vous le permettez, je peux m'adresser directement à Paul Kagame. Je m'adresse à Paul Kagame, non pas en tant que président, mais en tant
un frère dans l'humanité. Alors, mon frère Paul Kagame, je t'appelle aujourd'hui. Je t'appelle parce que tout ce qui nous vient dans nos oreilles ne sont pas dignes d'un président. Ce sont des choses, ce sont des actes qui relèvent des forces du mal, de comment moi je me sens, mon frère. Là, je vous souhaite tout le bien qu'on peut souhaiter à son frère. Et c'est pourquoi j'implore le bon Dieu, c'est le même bon Dieu que vous avez imploré le 17 mai sur RFI et sur France 24. Vous lui avez dit que vous lui avez demandé de vous donner longue vie. Je vous souhaite longue vie, mon frère Paul Kagame. Mais sachez seulement que ce Dieu que nous implorons, vous et moi, il est le seul à donner la vie. Il est le seul à la reprendre. Personne d'autre. Personne d'autre. Et je prie pour vous, du fond du cœur, à ce Dieu, pour qu'il vous envoie ses énergies, pour qu'il vous envoie ses anges, pour transformer votre cœur, en un cœur aimant, un cœur tendre, un cœur qui veille sur le bien d'autrui. Et ce sera un bien sans égal pour toi, mon frère Paul Kagame, et pour l'humanité. Merci beaucoup, ambassadeur Jean-Marie Vianney, de nous avoir reçus à l'antenne de votre chaîne. Et nous sommes disposés à faire encore une autre demande ou plusieurs demandes et nous espérons que vous serez toujours à notre disposition. atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira